juin 2013, voici les titres de la première édition d'information sur la RTS. La 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'est ouverte ce matin au Japon. Dans ce journal, nous vous ferons un petit rappel historique de cet événement à travers lequel le Japon alloue chaque année plus d'$1 milliard d'aide à l'Afrique. En ce 1er juin, nous célébrons la journée mondiale du lait. Thème retenu cette année, faire du lait local un facteur de lutte contre la pauvreté. Les laitières de Namarel dans le département de Podor y travaillent déjà, même si dans cette zone, la production laitière est en dents de scie. Ce sera l'objet de notre dossier du jour. Et puis, nous irons en Turquie où la colère gronde à Istanbul. Des milliers de personnes ont envahi les rues de la capitale économique pour protester contre le déracinement de centaines d'arbres dans un parc de la ville à la place. Le gouvernement islamo-conservateur prévoit de construire entre autres un centre commercial. Les affrontements ont fait ces dernières heures des dizaines de blessés. Bonjour et bienvenue. Retour sur la rencontre hier à Tokyo entre le président de la République et le premier ministre japonais Shinzo Abe. Les deux pays ont décidé de redynamiser leur coopération avec des priorités d'investissement qui répondent directement aux besoins des populations. Le Japon va ainsi dégager des lignes d'investissement prioritaires dans l'hydraulique rurale, l'assainissement, pour en finir notamment avec les inondations, ainsi que dans les infrastructures avec un programme de désenclavement du monde rural. Envoyés spéciaux au pays du soleil levant, Papsaho Djibigay, Khadim Johane et Pabiram Biganyay. Yokohama, 12e ville du Japon, des potentialités économiques immenses, plusieurs opportunités à saisir. C'est ici que commence une nouvelle vie, celle du Sénégal et du Japon, qui décident de pousser ensemble les limites d'une coopération dynamique pour entrer de plein de pied dans l'ère de nouvelles relations économiques traduites en actes avec des cibles précises à fort impact social. Lorsque je fais le conseil des ministres délocalisés, c'est l'occasion de recenser les priorités du monde rural. Et dans ce cadre, nous devons accélérer le trafic. Un programme intéressant, mais il faut accélérer l'intervention. Et donc je lui ai demandé que sur l'hydraulique rurale et l'assainissement, j'avais lancé lors du conseil présidentiel un programme décennal dans lequel nous sommes dans la phase d'urgence 2013, mais c'est un programme sur 9 ans. Pour ce qui reste, il s'agira donc de nous apporter la contribution du Japon sous l'angle de la sécurité humaine, où les populations qui sont vulnérables au changement climatique, aux inondations, et aussi qui font face à l'habitat précaire, quand je pense aux populations de la banlieue de Dakar, notamment à Pékin, à Guédiawaye et dans toutes les zones inondables du Sénégal, nous avons là un programme urgent qu'il faudrait renforcer. Le Japon et son premier ministre Shinzo Abe, séduit par le leadership du chef de l'État en Afrique, s'engage à faire du Sénégal un partenaire prioritaire. Et dans cette volonté de soutenir notre pays, l'Empire du Soleil Levant va s'attaquer à des secteurs clés tels que l'agriculture, l'accès à l'eau, surtout dans le monde paysan, et les infrastructures. Des lignes d'investissement seront prévues pour appuyer les efforts de développement du Sénégal, en prime à une amitié qui se confirme et se renforce. Je souhaitais l'intervention du Japon de façon spécifique et ciblée, tout comme pour le programme de désenclavement du monde rural, donc les pistes rurales. Alors là-dessus, je voudrais des efforts assez importants. Le Premier ministre s'est engagé à étudier ces requêtes urgentes avec beaucoup d'intérêt. En attendant, il m'a annoncé d'ailleurs, hors programme actuel, une mise à disposition de 5 millions de yens, mais en attendant véritablement de regarder ces requêtes et de leur apporter une solution positive. En sa qualité de président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, le président Sall a fait un plaidoyer pour un soutien plus accru à l'Afrique. Et pour une fois que le continent ne vient pas les mains vides, c'est le Japon qui se tient prêt à appuyer le projet d'investissement prioritaire pour le développement des infrastructures du continent. Les perspectives sont bonnes avec la TICAD 5 qui s'ouvre ce samedi à Yokohama. Macky Sall a donc rencontré le Premier ministre japonais à Yokohama. Le président de la République du Sénégal est donc au Japon pour prendre part à la 5e TICAD, la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique,
qui s'est ouverte ce matin en prélude à l'événement. Macky Sall a répondu hier à l'invitation de la JICA, la coopération japonaise. Il était en compagnie du président ivoirien Alassane Ouattara et du premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, président en exercice de l'Union africaine. Ils ont ensemble identifié les besoins prioritaires du continent et les moyens à utiliser pour le mettre sur la voie du développement. Padbiram Bigengay. C'est le plus grand instrument de coopération et d'investissement du Japon qui décide de nouer un partenariat plus dynamique avec le Sénégal. La JICA offre notre pays en exemple un modèle de démocratie, de stabilité et de bonne gouvernance qui aujourd'hui fait la fierté de l'Afrique et récolte les bienfaits d'une gestion vertueuse des affaires publiques. Devant ses pairs, le chef de l'État bénéficie du soutien sans faille de la JICA qui va même plus loin en décidant d'élargir son intervention au Sénégal avec en toile de fond le nouvel ordre de priorité défini par le président de la République. Une révélation faite par le président de la JICA à l'issue d'un tête-à-tête avec le chef de l'État. Pour la coopération bilatérale vis-à-vis du Sénégal, nous avons déjà le programme, surtout dans le secteur de formation professionnelle ainsi que l'alimentation potable, etc. Mais nous avons discuté aussi au-delà de ces secteurs traditionnels de notre coopération. Nous avons déjà réalisé dans ces domaines, mais cependant, le secteur de l'infrastructure ainsi que le secteur de la santé seront notre orientation de nouvelle coopération. Une rencontre qui constitue l'aboutissement dans le processus d'échange pour mettre en place le plan d'investissement prioritaire en fonction des attentes des populations portées par le chef de l'État. Elles ont pour nom chômage des jeunes, déficit énergétique et infrastructurel, agriculture, santé, entre autres. Il s'agit d'un développement inclusif centré sur les populations au nom de la dignité humaine. Si je prends le cas de l'électricité par exemple, chez nous, la moitié aujourd'hui des capacités productives est assurée par le secteur privé à travers ce qu'on appelle les IPP, Independent Power Producers, avec une régulation qui assure les relations de contrat d'achat d'énergie. Et mon objectif, c'est que d'ici 5 ans, que l'État n'ait plus à intervenir dans le secteur de la production, mais que l'État concentre ses efforts dans la distribution. Et cela, nous pouvons y arriver assez rapidement. Pour un redressement total de l'économie sénégalaise, l'aide publique au développement à elle seule ne suffit pas. Le chef de l'État propose un mécanisme de financement et d'investissement basé sur le partenariat public-privé. La construction du chemin de fer, dans le cadre d'un partenariat public-privé, avec une concession qui peut être donnée au privé, avec la participation de l'État, rien que sur le volet transport de marchandises, sans compter le développement des possibilités des ressources minières du Sénégal, du Mali, le phosphate, le fer, pourrait amplement rentabiliser cet investissement qui donc pourrait être remboursé. C'est pourquoi nous avons besoin véritablement de cette jonction entre le public et le privé. Nous avons l'eau, nous avons ce qu'il faut pour une agriculture moderne. Il faut juste de l'investissement pour que cette agriculture, bien entendu, dans un cadre inclusif, il ne s'agit pas non plus de développer l'agrobusiness au détriment des paysans africains, mais il faudra une nécessité absolue d'intégrer cette agriculture familiale, mais aussi de donner une vocation moderne à l'agriculture agrobusiness. À Yokohama, la démarche du président Sall s'inscrit dans une réelle volonté d'attirer les investisseurs. Le secteur privé japonais présent au forum de la TICAD 5 en prélude au sommet s'est réjoui de cette nouvelle approche axée sur la promotion de l'investissement privé. Leur contribution sera déterminante dans un climat des affaires attrayant avec de réelles opportunités et toujours dans le souci du social. Je vous le disais tantôt, la 5e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique s'est ouverte ce matin au Japon. Le Premier ministre nippon a déploré la faiblesse des investissements de son pays en Afrique. Shinzo Abe a à ce propos décidé d'allouer 10 milliards d'euros sur 10 ans au continent africain. Nous écoutons le Premier ministre japonais.
Ce qui est nécessaire pour l'Afrique, ce sont les investissements pour le peuple. Pour cela, il faut un partenariat transpacifique pour mieux coopérer avec les gouvernements et leurs peuples. Pour réaliser cette nouvelle donne, pour réussir ce changement complet du système, nous devons aider l'Afrique à le faire. Faisons justement un petit rappel historique sur la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. C'est à partir des années 80 que l'aide au développement de l'Afrique allouée par le gouvernement japonais connaît un essor. Dans les années 90, elle passe de 792 millions à plus d'1 milliard de dollars. La TICAD 3, qui a eu lieu en 1993, marque un tournant important dans les relations entre l'Afrique et le Japon, puisque c'est à partir de cette date que l'appropriation et le partenariat international en deviennent les principes directeurs à Aboubakry Kane. Lancée en 1993, la TICAD, Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, est une initiative du gouvernement du Japon. Elle s'était fixé deux objectifs essentiels: promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires et mobiliser le soutien pour les initiatives de développement conçues par les Africains eux-mêmes. Mais l'histoire des relations nippo-africaines a débuté bien avant, juste aux premières heures des indépendances. Il s'agissait principalement d'échanges commerciaux et des investissements directs. La première conférence tenue à Tokyo en 1993 avait adopté la déclaration sur le développement de l'Afrique. Elle prônait entre autres une coopération dynamique dans la poursuite des réformes politiques et économiques, le développement du secteur privé, la coopération régionale et le rapprochement avec l'Asie. En 1998, la TICAD 2 avait pour thème réduire la pauvreté grâce à une croissance économique accélérée et à un développement durable. Cette deuxième conférence a permis d'identifier des objectifs communs et des directives pour des actions à entreprendre pour l'Afrique et ses partenaires au développement. En 2003, la troisième conférence a vu la participation de 23 chefs d'État africains et une dizaine de directeurs d'organisations internationales. Il en est ressorti un engagement ferme de soutenir les efforts de l'Union africaine et du NEPAD. La TICAD bénéficie aussi de l'appui des co-organisateurs, le gouvernement du Japon, le bureau du conseiller spécial pour l'Afrique de l'ONU, le PNUD et la Banque mondiale. L'intégration de la Commission de l'Union africaine parmi les co-organisateurs a donné une impulsion nouvelle à la TICAD. À travers la TICAD, il s'agit d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action de Yokohama 2008, mais aussi de mettre à profit le savoir-faire et la rigueur asiatique pour développer l'Afrique. C'était donc là une large fenêtre consacrée à la 5e TICAD, la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Plus de détails dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux à Yokohama. Nous sommes le 1er juin et en ce jour, le monde célèbre le lait. Thème retenu cette année, faire du lait, un facteur de lutte contre la pauvreté, faire du lait local, un facteur de lutte contre la pauvreté. À Namarel, dans le département de Podor, les éleveurs y travaillent déjà avec plus ou moins de réussite, car il faut dire qu'au Sénégal, s'investir dans la production laitière est loin d'être une sinécure. Ces femmes du Ferlo que nous allons vous montrer dans ce reportage le confirment. Elles ont malgré tout décidé de monter une unité de transformation laitière. Mamadou Sambabo. Namarel au cœur du Ferlo. Le jour s'annonce. Dans les concessions, les travaux domestiques commencent. Mais pour la femme du Ferlo, le rendez-vous matinal le plus important est avec les bovins, la vache en particulier. Le lait. En plus de sa charge culturelle, il constitue une assurance pour le troupeau, nourrit le berger et donne à la beauté de son épouse tout son éclat. La vente de lait nous procure des revenus. Nous n'avons plus besoin de vendre du bétail pour subvenir à nos besoins. Aussi, l'unité nous permet de fructifier la ressource. Les femmes ont fini de traire. 1 heure plus tard, les poteaux lait arrivent à la laiterie de Namarel. Par groupe et dans la plus grande discipline, les femmes déposent leurs produits et se font enregistrer.
Nous avons établi des fiches individuelles pour comptabiliser les dépôts. À la fin du mois, nous faisons le calcul et convoquons les femmes pour leur donner leur argent. Le lait passe ensuite par plusieurs procédés pour donner soit du fromage, du beurre de vache ou du yaourt. Depuis 2 ans, ce rituel est le même avec un double objectif, rentabiliser le lait local et promouvoir économiquement parlant la femme rurale. Avant, nous vendions le lait autour des points d'eau et avec des recettes dérisoires. Mais actuellement, nous vivons une révolution. Vendre du lait et signer une facture. Avec les recettes, j'épargne de l'argent, je me procure d'aliments de bétail et je réserve une partie à l'entretien de ma famille. C'est pourquoi, ici, la journée du lait est bien perçue. Le pasteur, la principale ressource qu'elle a, c'est l'animal. Et le principal produit de l'animal, c'est le lait. C'est pourquoi la journée du lait est importante, parce qu'elle permet de recueillir et d'identifier tous les problèmes qui sont dans cette filière et d'en chercher les solutions appropriées. Mais, car il y a un mais, les difficultés ne manquent pas pour l'unité de transformation de Namarel. Les charges sont énormes. Les salaires, le matériel et les intrants rongent notre budget de fonctionnement. Alors que nous produisons en dessous de nos capacités faute d'électricité. Nous fonctionnons avec du solaire, c'est insuffisant. Pour ces braves dames du Ferlo, le lait est intimement associé à l'eau, pour dire que le développement de la filière locale passe nécessairement par la maîtrise de l'hydraulique pastorale. Oui, on parle d'intensification et d'insémination. Mais il faut d'abord régler la question de l'eau. Il faut un bon maillage des forages pastoraux, sans eau, point de lait. Pour développer la production du lait local, il faut, préconisent les pasteurs du Ferlo, repenser la politique de la filière. C'est l'équipement des zones de production, là où il y a le producteur, qu'il puisse avoir les équipements collectifs de collecte et de conservation du lait, au niveau desquels pourraient s'installer des promoteurs de la transformation pour la valorisation de ce lait, au niveau desquels les producteurs pourraient amener leur lait. C'est en ce moment seulement que le Sénégal va réduire sa facture d'importation de produits laitiers, près de 50 milliards CFA par an, pour des produits dont certains ne sont pas exempts de la fraude sur la qualité ou de la contrefaçon. Des fléaux qui font que parfois entrent dans nos plats du lait qui ne l'est que de nom. Et voilà qui n'arrange pas la santé publique. Le dossier du jour est signé Mamadou Sambobo, le berger devenu journaliste et poète aussi à ses heures perdues. Un chiffre à présent, 188, c'est le nombre de jours qu'il faut en moyenne pour venir à bout d'une procédure de passation de marché public au Sénégal. C'est là un exemple des nombreuses insuffisances qui rendent le système de passation des marchés publics parfois inefficace et partout. Pourtant, il est incontournable pour atteindre la transparence et la bonne gouvernance, nous dit René Laon Fonseca. Le Code des marchés publics mis en place depuis 2007 a contribué grandement à l'amélioration de la transparence et de la bonne gouvernance. Mais aujourd'hui, le système de passation des marchés publics est pointé du doigt. Alors question, est-il trop lourd? Nous avons des crédits qu'on ne peut pas absorber parce que les délais sont trop longs. Nous avons des seuils qui sont parfois pas du tout appropriés pour approuver ces marchés. Une durée des procédures de passation jugée trop longue. Mais pourquoi? Ce délai, n'est-ce pas, pour lancer le marché et attribuer le marché, n'est-ce pas, est dû à plusieurs paramètres. Ce n'est pas dû au fait que si c'était 30 jours, au-delà de 30 jours, automatiquement on pourrait attribuer le marché. Mais cependant, il y a des fois des lenteurs qui sont observées au niveau des autorités contractantes, il y a des lenteurs qui sont observées pour une cause ou pour une autre. Une procédure
très lente qui peut prendre jusqu'à 188 jours. En 2009, elle était de 209 jours contre 194 en 2010. L'urgence est donc de revoir ces délais. Ah oui, il y a une urgence parce que ça pèse sur l'économie du Sénégal. Parce que des crédits non absorbés qu'à 70%, ça freine le développement du Sénégal. Deuxièmement, pour nous, secteur privé, nous sommes handicapés parce que les marchés qui ne sont pas passés à temps, ça nous fait mobiliser parfois des équipes qu'il ne faut pas mettre sur le terrain parce que les marchés ne sont pas approuvés. Imaginez qu'on a fait un appel d'offres il y a 6 ou 8 mois. Les équipes ont devenir mobilisées parce que les gens doivent être donc envoyés ailleurs. Ça demande, ça perturbe l'organisation de l'entreprise. Nous avons produit des recommandations qui vont à la réduction de ces délais. Ces recommandations portent sur la réduction des délais, mais portent aussi sur d'autres leviers sur lesquels nous allons agir pour pouvoir réduire ces délais de passation. Mais pour le Forum civil, il faut aller au-delà du rétrécissement des délais. Certes, elle a mis le doigt sur les délais. Mais encore une fois, ce n'est pas des obstacles. Même les modifications, les propositions de modification que j'ai vues, qu'ils ont proposées, mais il y a une recherche d'efficacité. Je pense qu'il faut rechercher l'efficacité dans la transparence. C'est ça qui permettrait à nos entreprises d'être compétitives. C'est ça qui permet également au Sénégal d'atteindre également la croissance recherchée. Un consensus s'impose donc pour l'heure. La planification tardive, l'élaboration des dossiers d'appel à la concurrence, le délai de l'évaluation des offres entre autres. Tous ces points seront passés en revue. Objectif, améliorer le code des marchés publics, ce qui participe d'une bonne gouvernance. Direction Thiès pour parler du forum sur la gestion du foncier. Il a réuni dans la capitale du rail des membres de la société civile de la région de Thiès. Ils ont planché sur les voies et moyens à trouver pour résoudre les problèmes que cette question ne manque pas de susciter. Dame Silla. Le foncier est un sujet à problème presque partout au Sénégal et Thiès ne fait pas exception. Souvent, on note dans cette région des contentieux liés à la question. Pour sa résolution, la société civile compte jouer pleinement son rôle de pacification et d'intermédiation entre les populations et les autorités locales. Nous sommes en train d'écouter les acteurs de la base, de prendre en charge leurs revendications et essayer, comme nous l'avons fait avec la certification citoyenne, de relayer les problèmes au plus haut niveau. Parce que ce sont des problèmes très sérieux. C'est une affaire très sensible que celle du foncier. Après échange sur la question, la société civile de Thiès recommande aux autorités concernées une gestion rationnelle et optimale du foncier. Ceci va permettre à la génération future de bénéficier elle aussi de terrains dans le périmètre de la ville. On se dit que Thiès n'est pas extensible. L'assiette foncière risque d'être épuisée. Et ça, il faudrait pas que ce qui arrive à Dakar nous arrive au niveau de Thiès. C'est pourquoi c'est un rôle de prévention. Nous allons mettre les gages quand même pour que vraiment tout se passe dans la transparence. Tout se passe aussi avec le consentement des populations, de manière une gestion participative et transparente, selon les principes de la bonne gouvernance. Les conclusions de ces travaux seront soumises aux différents responsables concernés afin de trouver une solution définitive aux problèmes liés à la gestion du foncier dans la région de Thiès. Sur l'international, ces dernières heures ont été mouvementées à Istanbul. Des milliers de manifestants ont violemment affronté les forces de l'ordre. Bilan des dizaines de blessés. Ils protestent contre le projet du gouvernement islamo-conservateur qui veut ériger un centre commercial dans le parc Taksim. Des centaines d'arbres risquent ainsi d'être déracinés, mais au-delà de ce projet, ces heurts reflètent un malaise plus profond de la Turquie. L'image est saisissante. Le pont du Bosphore occupé par un très long cortège. Des centaines de personnes, pour l'instant très calmes, marchent vers le centre-ville d'Istanbul. Dans le centre-ville justement, place Taksim, l'ambiance est bien plus électrique. Le face-à-face avec la police n'a quasiment pas cessé depuis 72 heures. Jet de pierre d'un côté contre gaz lacrymogène de l'autre. Pas de vainqueur, mais une belle pagaille. Les manifestants continuent de s'élever contre la destruction de 600 arbres dans un parc de la ville pour que l'on y construise un centre commercial, même si une décision de justice vient d'ajourner le projet. Cette décision, c'est grâce à notre lutte. De 5h du matin jusqu'au soir, nous nous battons. Un projet bloqué pour l'instant. Mais alors pourquoi la contestation gagne-t-elle une grande partie du pays ? Izmir, la grande ville de l'Ouest, ou Ankara, la capitale, comme le montrent ces images.
Le combat n'est plus écologique, il devient politique. Les manifestants dénoncent la dérive autoritaire du pouvoir. Leur cible, Recep Tayyip Erdogan. Le Premier ministre turc est qualifié de Tayyip le chimique. Un message à double lecture. Il n'écoute personne. Après 3 jours de lutte, le gouvernement doit suspendre ou abandonner ce projet. Erdogan se prend pour un sultan ottoman. Il essaye d'installer sa dictature. Les images des dernières heures ne plaident pas en faveur de la gouvernance turque. Amnesty International a qualifié cette répression d'excessive. Et même Washington a rappelé à l'ordre son allié turc pour ces violences. Retour au Sénégal avec l'association Manding Tomba qui prépare ses journées culturelles. Ce sera le 8 juin, à une semaine de l'événement. Les organisateurs ont fait face à la presse pour dévoiler la programmation. Elle fera une large place à la promotion de la culture mandinka et d'Amamadou Diop. La communauté mandingue se regroupe autour de l'association Manding Tomba. Ses membres ont réuni la presse pour présenter le programme de leur journée culturelle du 8 juin. Il s'agit d'abord d'expositions sur tous les outils, sur tous les matériaux de la culture mandingue, mais également une conférence animée sur le rôle du griot dans la question de la paix. Et également le soir, une série de concerts et de spectacles animés par un ensemble de groupes et de musiciens mandingues. Au cœur de la culture mandingue, tel est le thème de l'édition. Cette manifestation se veut une contribution au développement culturel du pays en appliquant la Convention de l'UNESCO sur la protection de la promotion de la diversité des expressions culturelles. Donc ce qui nous motive, c'est vraiment ce désir de promouvoir cette culture, mais de répondre activement aux sollicitations même ou aux recommandations de l'UNESCO qui voudrait que le patrimoine culturel africain également soit promu, soit connu. Manding Tomba cherche à créer un cadre d'échange et d'expression artistique pour ses membres. Elle veut aussi assurer de meilleures conditions d'une transmission des valeurs socio-éducatives mandingues. En sport, match avancé de la 19e journée de football de la Ligue 1. Le port autonome de Dakar a battu hier l'US Gorée par 2-1. Une précieuse victoire obtenue sur la pelouse du stade Demba Diop qui relance les portuaires dans le championnat et qui enfonce davantage les Goréens. Abdelaziz Ban. Pas de round d'observation dans cette rencontre. Le port ouvre le score dès la 11e minute par Mamoudou Lamine Ndaw. Les insulaires, piqués dans leur orgueil, réagissent. Ils se créent des occasions mais butent sur une solide défense du port. Cette dernière finit par craquer à la 34e minute avec ce penalty concédé. Henri-Olivier Kabou le transforme et permet à son équipe d'égaliser. Un but partout à la pause. Au retour des vestiaires, le port est d'attaque. Les protégés de Malik Daf inscrivent leur deuxième but à la 60e minute par Fadel Fall. Un deuxième but synonyme de victoire pour l'équipe du port. On a encaissé un but en cours de jeu. En deuxième mi-temps, on a marqué un but. Logiquement, même on pouvait tuer le match. Ce qu'on n'a pas fait, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire parce que c'est des jeunes joueurs qui viennent fraîchement de l'élite du football sénégal. Ils viennent dans les navettes. C'est un travail que nous devons faire. Je pense que c'est un championnat difficile. Chaque dimanche, les matchs vont se jouer à fond et c'est comme ça. Les défenseurs ont manqué de concentration. Sur 2 corners, on prend 2 buts. Je crois qu'il faut qu'ils se concentrent davantage sur ces balles arrêtées. D'autant plus qu'on a joué tout le match et encore au finish on perd. Donc sur ces balles on prend 2 buts là. Il faut qu'il se fasse violence quoi. Dans l'autre rencontre, Niaritali n'a pas fait dans les détails face au Guédiawaye Football Club. Une victoire 3-0 pour les Galactiques. Toujours en football, mais cette fois-ci en France, Bordeaux est le vainqueur de la Coupe de France 2013. Les Girondins ont battu hier une vaillante équipe d'Évian-Tenon-Gaillard. Score 3-2. Les Bordelais décrochent ainsi leur 4e Coupe de France et un ticket pour l'Europa League. Une coupe qu'ils n'avaient pas soulevée depuis 1987. Hier, Bordeaux a sauvé les apparences en remportant la 4e Coupe de France de l'histoire du club après une saison de Ligue 1 mitigée. C'est la première fois que je vis ça, j'aimerais en vivre d'autres, mais ça a été dur. Dur car
Les Girondins ont arraché cette victoire. 39e minute, premier but pour Bordeaux. Diabaté ouvre le score avec cette frappe. À la mi-temps, Bordeaux domine, mais Lévian-Tonon-Gaillard revient au score à la 50e minute grâce à un but de Sagbo. 2 minutes plus tard, Bordeaux remet ça, mais le sort s'acharne. Nouvelle égalisation des Alpins à la 69e minute. Mais le vin gagne toujours contre l'eau et Diabaté délivre son équipe à 2 minutes du coup de sifflet final grâce à un doublé. Pour les Hauts-Savoyards, le vin tourne au vinaigre. Score final 3-2, une victoire qui permet aux Girondins de retrouver l'Europa League la saison prochaine. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, mais veuillez bien rester avec nous puisque l'info se poursuit sur la RTS. Retrouvez tout de suite Awan Ndiaye pour la version Wolof des nouvelles et n'oubliez pas votre rendez-vous hebdomadaire avec la langue de Shakespeare. Retrouvez Seydina Lundigo dans IMAG. Excellente suite de programmes sur votre télévision nationale.